RCF. Charles-André Henrault, bonjour. Bonjour André. Alors je rappelle que vous êtes team builder et spécialiste de la relation à l'argent et chaque semaine on vous retrouve sur l'antenne d'RCF justement pour parler d'argent, pour parler de la place de l'argent dans nos vies personnelles ou professionnelles. Et Charles-André, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors André, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui tient à cœur à beaucoup de gens, je pense, c'est l'argent et le travail. Et comme c'est un thème important, je vais sûrement le développer en plusieurs chroniques. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience professionnelle ? Bah oui, tout à fait, parce que moi j'ai 59 ans, donc j'ai une expérience professionnelle et je vais vous en parler un peu pour que vous mettez un peu dans l'ambiance. Et puis ça permet aussi à chacun de se confronter un peu aussi à lui-même, parce que finalement notre vie, comme vous le savez depuis le temps qu'on fait ces chroniques, notre vie impacte beaucoup notre relation à l'argent. Et donc moi, personnellement, j'avais une enfance qui était assez facile, hein, une famille bourgeoise de 5 enfants, j'ai 4 sœurs. J'avais ma maman au foyer, mon père cadre supérieur, donc ça allait bien. Je recevais de l'argent de poche. Mais en fait, on parlait pas beaucoup d'argent à la famille. On en parlait, mais c'était un peu pour rire, en dérision. Mais en fait, on savait pas du tout combien on en avait, on savait pas combien mon père gagnait. On brillait pas trop. Alors on avait une jolie maison et tout, mais il y avait rien qui brillait chez nous. On n'avait pas de voiture neuve. Voilà, l'argent c'était un peu tabou quand même. Et d'ailleurs, mes parents, comme ils étaient assez cathos, ils avaient une vraie dynamique catholique très sympa qui m'a beaucoup porté, moi. Et mes parents s'occupaient beaucoup des autres. Et mon père était un militant. J'ai un exemple, par exemple, où j'habitais à Lyon et il y avait un monsieur qui habitait sous les toits, dans le même immeuble que nous. Et tous les jours, il venait taper à la porte, il s'asseyait sur une chaise à l'entrée et maman lui faisait un petit plateau repas qui montait dans sa chambre là-haut, sous les toits. Et donc voilà, on faisait de la charité, hein, c'est le mot qu'on emploie. Et puis mon père aussi était un militant, c'est-à-dire qu'il combattait des choses importantes à ses yeux, et notamment il était contre les militaires et il avait renvoyé son livret militaire à l'époque du Larzac. Et donc je me souviens que c'était important pour lui d'avoir cette force, de volonté de combattre les choses qui étaient importantes pour nous. Mais l'argent, voilà, il n'était pas là. Il était là, mais on n'en parlait pas. C'était comme si ça n'existait pas. Donc je pense que mes parents contrôlaient beaucoup. C'était des gens de contrôle. Et moi, inconsciemment, de ce fait-là, comme dans la famille on n'en parlait pas, c'était assez tabou. Et donc, j'avais l'impression qu'il fallait pas qu'on en parle. J'avais l'impression que l'argent, c'était pas forcément positif, même voire négatif, mais en même temps, c'était bien utile. Donc c'est vers 14 ans, je me suis acheté une mobilette. Enfin, oui, je me suis acheté une mobilette avec mon argent de poche, ou je sais plus comment j'ai fait. Oui, non, je travaillais. Je travaillais dans une station-service l'été. Mais ça me suffisait pas parce que je dépensais beaucoup d'argent. Et donc, de ce fait-là, mes parents, ils m'ont dit, bah non, tu as cet argent de poche, ça suffit, etc. Et en fait, je suis devenu voleur, c'est-à-dire que j'en avais tellement besoin que j'étais capable de voler de l'argent, et notamment à mes parents. Parce que, en effet, quelque part, pour moi, comme l'argent c'était sale, c'était pas si grave de voler de l'argent, parce que voilà, l'argent c'est sale. Et donc, pour moi, vraiment, ma connotation et ma projection de l'argent, c'est l'argent c'est sale, et en même temps, l'argent c'est la liberté. Grâce à l'argent, je pouvais sortir, acheter une mobilette, acheter des bonbons, etc. Et donc après, quand vous avez commencé votre vie professionnelle, vous êtes par la suite devenu entrepreneur et ma question est très simple. Pourquoi être devenu entrepreneur et non pas rester salarié ? Alors oui, parce que moi, en fait, j'étais salarié une année seulement de ma première année de vie professionnelle, après avoir fait des études, mais je m'ennuyais au boulot. En fait, j'aimais bien mon travail, j'étais commercial dans une boîte à Lille, dans une boîte de transport. J'aimais bien mon job, mais je me disais, mais finalement, plus je bosse et moins je gagne d'argent, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que je bossais plus ou que je rapportais plus d'argent à l'entreprise qu'on me donnait plus. Donc j'aimais pas bien. Je me dis, bah non, en tant qu'affaire, en tant que commercial, si je ramène de l'argent, j'ai envie d'en gagner plus. Et puis, par le biais des choses, des rencontres, j'ai découvert quelqu'un qui m'a invité à être piscinier ou constructeur de piscine, j'aime mieux ce terme-là. Et je suis devenu concessionnaire des piscines des Joyaux en 1992, à Grenoble. Et là, c'était super chouette parce que je vendais plein de piscines et je gagnais plein d'argent.
Et en plus, plus mes clients achetaient des piscines, et plus je gagnais de l'argent. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai gagné beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup, pas tant que ça, mais j'en ai gagné. Et je suis devenu un peu... j'avais 28, 29 ans à l'époque. Je suis un peu devenu un peu arrogant. Voilà, l'argent, ça se gagne à la sueur de son front. Puis on peut en gagner beaucoup si on vend beaucoup. Et j'étais pas un voleur, je volais jamais l'argent des gens, mais en fin de compte, je m'en foutais un peu de la manière dont ils allaient acheter la piscine ou pas. Pour moi, ce qui était important, c'était de vendre. Et donc, j'ai gagné pas mal d'argent, mais j'ai envie de dire à quel prix, parce que j'ai énormément travaillé, ma vie était vraiment centrée sur l'argent. Et puis en 2002, j'ai vendu mon entreprise, donc 10 ans après, et puis j'ai acheté avec ma compagne une maison d'hôte à Perpignan, une belle maison. Et puis, moi, j'étais dans la campagne, un peu perdu. J'avais l'impression d'avoir l'argent qu'il fallait. Je m'étais un peu installé. Je m'étais projeté dans un truc qui me ressemblait pas, je crois, et qui était vraiment centré sur la réussite financière, grosse maison, grosse voiture, blablabla. Et en fait, je suis un peu tombé un peu en dépression, mais je ne voulais pas le savoir. Je me le cachais à moi-même et aux autres. Et donc, j'ai racheté une entreprise de piscine. Alors, je m'étais dit, je ne veux plus faire de la piscine, mais si, j'en ai racheté une. Et le gars qui me l'a vendue était un fin stratège. Et il m'a un peu roulé dans la farine, même beaucoup. Moi, j'ai rien vu, j'étais très naïf à l'époque, puisque quand on est un peu arrogant, vous savez, on est un peu aussi naïf, un peu, on a un peu des œillères. Et donc, plein d'enthousiastes, j'ai même emprunté beaucoup d'argent aux banques, puisqu'elles me faisaient confiance. Moi, j'avais 10 ans derrière moi de réussite financière, etc. Donc, ils m'ont dit, ouais, monsieur Haro, il est fort et tout, il a acheté une boîte, on va lui prêter de l'argent. Donc, ils m'ont prêté pas mal d'argent. Moi, j'ai mis tout mon fric. À l'époque, j'avais 300 000 en cash, je crois, j'ai mis 300 000 euros. Et puis, finalement, par mon ego un peu surdimensionné, j'ai vraiment été en début de dépression. Et puis je me suis rendu compte, j'ai acheté en 2008, et avec la crise des subprimes, je me suis vite rendu compte que ça allait pas du tout, et j'ai dû mettre ma société en sauvegarde judiciaire. Et un an après, j'étais tellement épuisé, j'avais trop peur de me choper un cancer ou un truc très grave, et j'avais peur d'y laisser ma peau en fait, et j'ai demandé la liquidation judiciaire. Et donc j'ai perdu ma société, j'ai perdu tout l'argent que j'avais dedans, et j'ai été aussi caution solidaire de l'argent emprunté aux banques, donc il a fallu que je rembourse les banques, et j'avais des dettes énormes de plusieurs centaines de milliers. Alors, Charles-André, comment est-ce que vous avez remboursé cette dette et comment est-ce que vous avez pu remonter la pente? Alors, c'était très très difficile. Moi, j'ai mis presque 10 ans vraiment à remonter complètement la pente, je pense. Même si aujourd'hui, je reste un peu vulnérable, un peu fragile par rapport à ça. Euh, j'ai pas du tout remboursé, c'est très clair. Mais par contre, de toute façon, mes créanciers ne pouvaient pas se rembourser puisque j'avais pas d'argent. Donc, de toute façon, c'était impossible que je rembourse puisque j'avais tout perdu dans cette affaire. Mais j'ai fait un gros, gros travail sur moi pour accepter cette dette. Parce que c'est ça qui est difficile. On a fait une chronique sur la dette. La dette, ça a de la valeur. Mais en fait, la valeur pour moi, c'était pas l'argent que j'étais en dette. C'est le fait de prendre conscience que je dépendais aussi d'un système global. Et donc, peut-être, moi j'aime bien l'idée du vase communicant, de dire, finalement, aujourd'hui, je rembourse aussi ma dette en faisant des choses bénévoles, en aidant des gens qui sont dans le besoin, en coachant des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et donc sans les faire payer ou en les en payer un tout petit peu. Voilà. Je crois beaucoup à cette idée qu'on est dans une grande communauté d'humains et l'idée de se dire, on est dans une dimension d'échange et de partage. Et en fait, j'ai envie de vous dire, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être une dette, je serais heureux de les entendre et d'échanger avec eux. Donc, voilà, je propose, dans tous les cas, à ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie de m'appeler, et si ça leur a parlé un peu mon histoire, je suis vraiment là je suis prêt à communiquer avec eux au téléphone ou autrement, à les rencontrer. Et on peut vous joindre par mail en vous écrivant à atelierdeCharlie@gmail.com. On peut également vous joindre par téléphone au 06 74 57 36 98. On peut également consulter votre page LinkedIn Charles-André Haro. Un grand merci Charles-André pour toutes ces explications et votre cœur ouvert. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir Charles-André. Merci beaucoup André, à bientôt, au revoir.